Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, dans cette petite capsule vidéo, nous allons essayer de voir ensemble les anticoagulants dans leur entièreté. Je vous ai inséré ici le plan de la vidéo pour que ce soit le plus facile pour vous à suivre et à comprendre. Nous verrons dans un premier temps les antagonistes de la vitamine K, que l'on appelle aussi les AVK. Ensuite, les héparines, les fibrinolytiques et pour terminer, les inhibiteurs de l'agrégation plaquettaire, parmi lesquels va figurer l'aspirine. Pour chaque chapitre, il y aura donc des sous-parties qui nous permettront de passer en revue le mécanisme d'action, les indications, les interactions, voire même les effets secondaires. Nous allons donc commencer par le premier chapitre qui sont les antagonistes de la vitamine K, que l'on nomme aussi les AVK. Alors, voyons le mécanisme d'action. Ici, je vous ai représenté le foie, dans lequel on voit qu'il y a la vitamine K présente sous deux formes, la forme hydroquinone et la forme époxyde. On voit donc que la vitamine K hydroquinone, elle est capable de se transformer en vitamine K époxyde via l'action d'une enzyme, la gamma-glutamyl carboxylase. On voit que la transformation de l'hydroquinone en époxyde, ça va libérer un résidu COO-, donc c'est un résidu carboxyle. Ce résidu carboxyle, il va venir se fixer sur un facteur de coagulation inactivé et provoquer son activation. Autrement dit, on va favoriser la coagulation. On peut maintenant se demander quel sera le rôle des AVK là-dedans. En fait, les AVK, ils vont venir inhiber l'enzyme qui est juste en face de la gamma-glutamyl carboxylase, qui est en fait la vitamine K réductase. C'est l'enzyme qui permet de recycler la vitamine K époxyde en vitamine K hydroquinone. Résultat, si les AVK inhibent cette enzyme, la vitamine K époxyde n'est plus capable de se retransformer, donc de se recycler en vitamine K hydroquinone. On n'aura donc plus de vitamine K hydroquinone pour fournir ce COO- qui activait le facteur de coagulation. Et donc, fatalement, on va inhiber la coagulation. Voyons maintenant d'un point de vue pharmacocinétique. Je vous ai présenté ici le nom des différentes molécules ainsi que leur temps de demi-vie. On voit que le temps de demi-vie est assez variable d'une molécule à l'autre. Les structures possèdent une structure de base qui est inchangée. Première remarque que l'on peut faire, c'est que la famille de ces molécules qu'on appelle les coumariniques, donc c'est-à-dire ces trois molécules, sont bien absorbées après administration orale. Voyons maintenant d'un point de vue pharmacocinétique. J'ai repris ici le nom des trois molécules ainsi que leur temps de demi-vie. On voit déjà que les temps de demi-vie sont relativement variables. Ils peuvent se compter en jours pour la phenprocumone et la warfarine, alors qu'ils se comptent en heures pour l'acénocumarol. Il faut savoir que cette famille de molécules, on les appelle les coumariniques. Les coumariniques, ils sont donc bien absorbés après administration orale. Autre chose importante à retenir, c'est que la dose nécessaire pour obtenir une inhibition suffisante de la coagulation, elle doit être ajustée individuellement pour chaque patient. La surveillance du traitement s'effectue grâce au contrôle d'une valeur de référence que l'on appelle l'INR, qui est en fait le rapport international normalisé qui a remplacé le temps de Quick utilisé auparavant. Pour ce qui est des indications maintenant, les coumariniques sont indiqués pour la prévention des risques thromboemboliques, par exemple en cas de fibrillation auriculaire ou après la pose d'une valvule artificielle. Au niveau des effets secondaires, ce sera principalement des risques de saignement. Et bien retenir que cet effet secondaire sera présent pour tous les anticoagulants, tout simplement car lorsqu'on inhibe la coagulation, il n'y aura plus la formation de thrombus pour stopper ce saignement et donc on aura un risque de saignement. En cas de saignement trop important indésiré, il est possible d'administrer de la vitamine K1. La capacité de coagulation du sang ne sera cependant restaurée qu'après des heures ou des jours. Voyons maintenant les interactions alimentaires et médicamenteuses. Dans un premier temps, nous allons voir toutes les interactions qui vont augmenter l'action de la vitamine K. C'est le cas évidemment des aliments qui sont riches en vitamine K comme les brocolis, les asperges, les épinards. Vu qu'ils sont riches en cette vitamine K, évidemment, ils vont renforcer l'action de la vitamine K qui est donc procoagulante. Il y a aussi la stimulation du métabolisme des coumariniques par des inducteurs enzymatiques. Par exemple, la rifampicine et la carbamazépine va stimuler le métabolisme des coumariniques, ce qui fait qu'on va les éliminer beaucoup plus vite et on aura une action anticoagulante beaucoup moins importante. On va discuter maintenant des interactions qui augmentent l'action des coumariniques. C'est le cas de la cimétidine et du métronidazole par exemple, qui eux, à l'inverse de la rifampicine et carbamazépine, vont inhiber le métabolisme des coumariniques. C'est-à-dire qu'ils vont ralentir leur métabolisme et donc il sera éliminé beaucoup plus lentement et donc leur action sera beaucoup plus longue. Il y a aussi les antibiotiques à large spectre.
Alors pourquoi? Car en fait, il faut savoir que dans notre flore intestinale, il y a des bactéries qui sont bonnes pour nous. Ces bactéries-là, elles sont responsables de la synthèse de plusieurs précurseurs, notamment de la vitamine K. Et les antibiotiques à large spectre, ils vont venir éliminer absolument toutes les bactéries sans aucune sélection, y compris ces bactéries qui sont bonnes pour nous et qui synthétisent notre vitamine K. Pour conclure, on peut dire que les AVK sont des médicaments qui sont très actifs. Ils diminuent de 60% le risque d'accident vasculaire en cas de fibrillation auriculaire chronique. Cependant, le dosage correct des AVK se vérifie à l'aide de l'INR que l'on a expliqué tout à l'heure. INR qui permet de vérifier l'état de certains facteurs de coagulation notamment. Nous pouvons maintenant parler du deuxième chapitre qui sont en fait les héparines. Alors, d'où viennent les héparines? En fait, elles sont obtenues via les muqueuses intestinales de porc. Elles s'y trouvent dans des vésicules qui sont stockées dans les mastocytes. D'un point de vue structural, la molécule d'héparine est formée de chaînes de sucres aminés portant des groupements COO-, donc carboxyle, et SO3-. Il faut savoir que la taille des chaînes n'est pas constante, mais le pouvoir anticoagulant va dépendre de cette longueur de chaîne. Alors ici, je vous ai mis un petit tableau qui, en fait, répertorie les trois types d'héparine, ou plutôt deux types d'héparine. L'héparine standard, l'héparine de bas poids moléculaire, que l'on appelle aussi HBPM, et le fondaparinux. L'héparine standard, on l'appelle aussi l'héparine qui est non fractionnée. Son poids moléculaire, qui est indiqué juste en bas, il est de 15 000 daltons. Alors que si on regarde les héparines de bas poids moléculaire HBPM, qui sont fractionnées, elles, ont un poids moléculaire de 5000 daltons. Le fondaparinux, en comparaison, lui, n'aura un poids moléculaire que de 1728. Au niveau de l'administration, ça va différencier. Les héparines standards non fractionnées vont être administrées 3 fois par jour. Les héparines de bas poids moléculaire fractionnées, elles, 1 fois par jour. Le fondaparinux également 1 fois par jour. Alors maintenant, intéressons-nous au mécanisme d'action. Comment fonctionnent les héparines? En fait, il faut savoir que l'antithrombine, qui est représentée ici dans le schéma par la flèche, elle va venir désactiver le facteur de coagulation qui est en fait le petit crochet. Donc l'héparine, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va venir se joindre à ce petit complexe, se coller à l'antithrombine et favoriser l'action de l'antithrombine. Puisque l'antithrombine, elle, va désactiver le facteur de coagulation, l'héparine va stimuler cette désactivation. Et donc, on va désactiver le facteur de coagulation et donc on va inhiber la coagulation sanguine. Pour ce qui est des indications, les héparines sont indiquées dans la prévention et le traitement des thromboses. La prévention, ce sera des faibles doses qui seront administrées en sous-cutané. Pour les thromboses avérées, des doses plus fortes seront administrées en intraveineuse. Remarquez qu'il existe un antidote qui va inhiber totalement l'action des héparines, qui est en fait la molécule de protamine. Au niveau des effets indésirables, on aura comme pour tous les autres anticoagulants, un risque de saignement. À cet effet s'ajoutera également un effet indésirable important avec les héparines, qui est donc la thrombocytopénie. Cet effet est en fait expliqué par une complexation entre les plaquettes sanguines, les anticorps et les héparines. Ce risque de thrombocytopénie sera 10 fois plus important avec les héparines dites non fractionnées. Voyons maintenant le chapitre des fibrinolytiques. Pour comprendre comment fonctionnent les fibrinolytiques, il faut comprendre la structure du caillot sanguin. Le caillot sanguin, il est formé en fait d'un amas de globules rouges, de plaquettes sanguines, et ces globules rouges entre eux vont être liés grâce à une protéine que l'on appelle la fibrine. Les fibrinolytiques, leur rôle, il est très simple, ils vont tout simplement lyser cette fibrine pour empêcher la cohésion des globules rouges et donc en fait détruire le caillot sanguin. Alors comment vont-ils faire pour lyser cette fibrine? En fait tout simplement ils vont venir activer un précurseur qui est donc le plasminogène. Une fois activé, le plasminogène va donner la plasmine et c'est cette plasmine qui sera capable de lyser la fibrine et donc qui va réaliser une action fibrinolytique. J'ai repris dans ce tableau différentes molécules qui appartiennent au groupe des fibrinolytiques. La première molécule est donc la streptokinase. Il faut savoir que c'est le premier fibrinolytique qui a été disponible. Il faut également savoir qu'elle n'est pas active seule, puisqu'en fait, elle va former un complexe avec le plasminogène, et ce complexe streptokinase-plasminogène sera capable d'activer une autre molécule de plasminogène en plasmine. Donc, conclusion, la streptokinase n'est pas active seule, elle doit se lier à du plasminogène pour activer une autre molécule de plasminogène en plasmine.
L'urokinase, elle, est une molécule qui provient de la culture de cellules rénales humaines, d'où son nom. En revanche, il faut savoir qu'elle est un petit peu plus chère que la streptokinase. L'altéplase, quant à elle, elle est obtenue en fait par recombinaison génétique du TPA. Dans la dia précédente, on a vu que le TPA, c'est en fait l'activateur qui va activer le plasminogène en plasmine naturellement dans notre sang. Ici, en fait, pour l'altéplase, on a fait une recombinaison de ce TPA et on a obtenu la molécule d'altéplase. Il faut savoir qu'avec l'altéplase, il faut utiliser de doses relativement élevées pour avoir un effet. Le temps de demi-vie que j'ai mentionné ici est de l'ordre de 3 à 4 minutes, ce qui est assez court. La dernière molécule que l'on va voir, c'est donc le tenectéplase, qui est un variant de l'altéplase. Donc c'est l'altéplase qui a subi 6 mutations, comme je l'ai écrit, Et donc son temps de demi-vie est allongé grâce à ces mutations. Il passe de 3 à 4 minutes à 20 minutes. Maintenant, nous allons voir le dernier chapitre qui parle des inhibiteurs de l'agrégation plaquettaire. Dans ce chapitre, on a 3 groupes. Le numéro 1, il va parler des inhibiteurs du récepteur P2Y12, qui sont le clopidogrel, le prasugrel ainsi que le ticagrelor. Le deuxième groupe, ce sera l'aspirine, qui est donc un inhibiteur de COX-1. Le troisième groupe, on parlera de l'abciximab et de l'eptifibatide, qui sont tous deux des inhibiteurs du récepteur GP2B3A, que l'on expliquera par la suite. Pour les mécanismes d'action, comment ça marche? Alors, pour le premier groupe, le clopidogrel, le prasugrel et le ticagrelor, c'est très simple. En temps normal, l'ADP va se fixer sur son récepteur, qui est donc le récepteur P2Y12. Cette fixation va favoriser l'agrégation plaquettaire. Et donc, le clopidogrel, prasugrel et ticagrelor vont tout simplement empêcher l'ADP de se fixer à son récepteur et empêcher donc l'activation de l'agrégation plaquettaire, ce qui aura un effet anti-agrégant. Pour le deuxième groupe, l'aspirine va inhiber la COX-1 qui, en temps normal, synthétise la thromboxane A2 qui a pour rôle de promouvoir l'agrégation plaquettaire. L'aspirine aura donc aussi ici un effet anti-agrégant. Troisième groupe, ce sera l'abciximab ainsi que l'eptifibatide qui vont en fait bloquer le récepteur GP2B3A. Alors, ce récepteur GP2B3A, comme je l'ai mentionné ici, il se situe sur les plaquettes, sur toutes les plaquettes. Et en fait, il permet aux fibrinogènes de faire le lien entre ces récepteurs de différentes plaquettes, ce qui va lier en fait les plaquettes les unes aux autres. Ce qui permet en fait de former le caillot et donc l'agrégation plaquettaire. En inhibant ce récepteur, la fibrinogène n'aura plus de point d'attache, elle ne pourra plus lier les plaquettes entre elles et donc on aura un effet anti-agrégant qui va s'exercer. Passons maintenant aux différentes caractéristiques des molécules. J'ai également ici établi un tableau dans lequel vous pouvez voir les différentes caractéristiques. On voit dès à présent que le clopidogrel et prasugrel, ce sont, comme on l'a dit, des inhibiteurs du récepteur P2Y12, mais surtout des inhibiteurs irréversibles. Le ticagrelor, c'est la même chose, sauf que lui, c'est un inhibiteur réversible. C'est une distinction qu'il faut retenir entre le clopidogrel, prasugrel et le ticagrelor. Autre chose importante, le clopidogrel ainsi que le prasugrel ne sont pas actives directement par elles-mêmes, ce sont des prodrogues, c'est-à-dire qu'elles vont devoir être métabolisées par le cytochrome P450 dans le foie en un métabolite actif qui aura lui l'effet anti-agrégant. C'est ce que j'ai schématisé en bas à droite dans le coin. Pour l'aspirine, comme on l'a expliqué, elle va venir inhiber l'enzyme cyclooxygénase, donc la COX, et comment elle va venir en fait l'acétyler. Pour l'aspirine, il faut savoir que les doses anti-agrégantes vont être des doses qui sont relativement élevées, puisqu'on sait que l'aspirine n'a pas qu'une seule indication, elle est également antidouleur, mais ici, pour avoir un effet anti-agrégant, il faut utiliser des doses très élevées qui sont évidemment pas les mêmes que des doses antalgiques par exemple. Le temps de demi-vie de l'aspirine sera de 3 à 4 minutes. On va terminer par les deux dernières molécules qui sont l'abciximab et l'eptifibatide. Et donc pour leurs caractéristiques, elles ont une première caractéristique commune qui est en fait que ces deux molécules vont venir s'injecter par voie parentérale. Ensuite, il faut faire la distinction entre les deux puisque l'abciximab, c'est un fragment d'anticorps, alors que l'eptifibatide, c'est un peptide. Au niveau des demi-vies, ce sont des demi-vies qui sont assez longues par rapport aux molécules que l'on a vues précédemment, puisqu'ici on a un temps de demi-vie qui va varier de 7 à 10 jours. Voilà, nous arrivons au terme de la vidéo. Nous avons passé en revue ensemble toutes les classes de molécules anticoagulantes. J'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.